Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir pour moi, un réel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission au Code de l'environnement sur Eden Télévision, Diaspora FM. Aujourd'hui, nous parlons du mécanisme de financement du climat, le crédit carbone, un levier pour l'Afrique ou une nouvelle dépendance. Voilà la question à laquelle nous allons essayer d'apporter des réponses tout au long de cette émission. Et pour faire le débat avec moi sur ce plateau, j'ai à ma droite, Honti Kiki Consola. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur. J'espère que vous portez bien. Je vais très bien, merci. Alors, vous êtes consultant en finance agricole et en finance climat, c'est bien ça? C'est bien cela. Alors, merci d'accepter notre invitation sur Eden Télévision. C'est un plaisir. Et puis, à ma gauche, on ne le présente plus, Maotonji Cédric Agbessi, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, il y a très longtemps, hein? Tout à fait. Ok. D'accord, vous êtes expert, consultant en finance et transition verte. Bienvenue sur Eden Télévision à nouveau. Merci, monsieur le journaliste, c'est un plaisir. D'accord, le plaisir est bien sûr partagé. Alors, c'est avec vous justement que nous allons démarrer l'émission. Parlez-nous du concept de crédit carbone. Alors, il faut noter que le crédit carbone, en réalité, c'est l'un des mécanismes de financement du climat. Oui. C'est en réalité de façon terre à terre, hein, c'est l'équivalent de la quantité de CO2, plus précisément la tonne de CO2 que vous avez pu emmagasiner, éviter ou réduire de l'atmosphère. Ok, de l'atmosphère. Et donc, c'est ce mécanisme c'est le crédit carbone qui matérialise ce mécanisme de séquestration du carbone, de CO2 dans l'atmosphère et qu'on convoie sur un marché pour la commercialisation. Et donc, c'est un dispositif à travers lequel vous arrivez à prouver de façon tangible que vous avez pu emmagasiner ou séquestrer du carbone, du CO2. Parce qu'il faut aussi rappeler que le CO2, en réalité, quand on avait fait une émission sur ça, ici, fait partie des gaz à effet de serre. Oui. Et donc, nous en avons parlé. Tout à fait. Et donc, ces gaz, les gaz à effet de serre, ce n'est pas seulement le CO2, mais le CO2 est utilisé comme référence pour pouvoir établir l'équivalence avec les autres gaz à effet de serre. Et donc, ces gaz à effet de serre étant présents en quantité nécessaire dans notre environnement, ça crée le déréglage climatique auquel on est. Et donc, ce concept de crédit carbone est développé pour pouvoir compenser en réalité ceux qui mènent des initiatives, des actions pour pouvoir réduire cette quantité de gaz à effet de serre disponible dans notre affaire et dans notre atmosphère. Et cela est matérialisé par le crédit carbone. Monsieur Kiki, vous avez un complément quand on parle de crédit carbone? Moi, je pense que mon cher aîné l'a bien défini. Retenons déjà aussi qu'un crédit carbone égale à 1 tonne d'équivalent CO2. L'équivalent CO2, dans ce cas, est notre unité de mesure. Et nous voulons, à travers le crédit carbone, récompenser cette quantité de gaz à effet de serre qui a été évitée. Éviter, ça veut dire que si ce projet avait été mis en œuvre différemment, on aurait eu plus de gaz à effet de serre. Exemple d'une usine qui, au lieu d'utiliser des énergies fossiles, commence par utiliser des énergies renouvelables. On dit qu'il y a une certaine quantité de gaz à effet de serre qui a été évitée. De l'autre côté, le deuxième volet du crédit carbone, c'est la séquestration. Aujourd'hui, il y a déjà des gaz à effet de serre. Donc, un projet, par exemple, d'agroforesterie permet de séquestrer une partie de ces gaz à effet de serre et donc de devenir des crédits carbone échangeables. D'accord. Alors, une autre terminologie que nous voyons souvent, que nous essayons de lire souvent, c'est bien sûr marché carbone. Mais quels sont les objectifs? D'abord, qu'est-ce que c'est que le marché carbone et quel est son objectif? Merci beaucoup. Un marché, de façon simple, c'est le lieu de rencontre. Sur les thèmes, c'est le moment aujourd'hui de nous éclairer. Crédit carbone, marché carbone. Oui. Un marché, c'est simplement déjà un lieu de rencontre de l'offre et de la demande d'un produit. Le produit ici, pour nous, ce sont les carbones séquestrés, ce sont les quantités de gaz à effet de serre séquestrés ou évités. Maintenant, nous avons deux grands types de marchés carbone. Nous avons le premier marché, qui est celui le plus développé actuellement, qu'on appelle les marchés volontaires. Ce marché, c'est simplement deux organisations ou deux entités qui s'échangent. La première entité dépasse son quota de gaz à effet de serre qu'elle devrait émettre. Et elle dit, OK, pour compenser ces gaz à effet de serre que j'émets, je finance une autre entité qui met en place un projet qui permet de capter l'équivalent carbone de la
quantité de gaz à effet de serre que je dégage. Puis il y a le deuxième marché qui est en train de se construire, le marché universel, qui est prévu par l'article 6 de l'accord de Paris. Et ça a pris 9 ans pour que ce marché puisse être un peu officialisé. Dis donc, 9 ans, hein? Oui, depuis 2015, c'est en 2024, l'année dernière, à la conférence de Bakou, à la COP dernière, que pour la première fois, les États ont signé de premières dispositions. Pourquoi tout ce temps, selon vous? Parce que, disons-nous la vérité, il faudrait qu'avec ce nouveau marché, c'est un marché mondial où les prix deviennent contrôlés, où tout devient mieux régulé. Actuellement, si vous êtes dans l'Union européenne, l'équivalent CO2 carbone est autour des $200, parfois des 200 €. Mais en Afrique, c'est vendu entre 10 et 15 €. Vous voyez, donc ce marché universel n'arrange pas forcément parce que la régulation serait plus forte. Et il faut aussi concilier les besoins, les envies des unes et des autres parties. Parfait. Alors Cédric, quand on parle de crédit carbone, pensez-vous que cela puisse constituer une opportunité aujourd'hui pour le développement économique de l'Afrique? Oui, et tout à fait. Et bon, avant de venir à la question, en complément, je voudrais aussi notifier que, en fait, comme il a si bien matérialisé, hein, le marché, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu de vente où il y a l'acheteur, il y a le vendeur. Il y a le vendeur. Parce qu'on parle de marché. Justement. Voilà, l'un des objectifs cachés derrière l'instauration du marché carbone, c'est arriver à stimuler, comment on appelle, l'innovation bas carbone, amener les gens à aller faire des innovations qui polluent moins. Et donc, parce qu'il y a d'intérêt. Voilà, et donc il y a l'intérêt caché derrière. Si je propose des initiatives qui polluent moins, je peux arriver à prouver que mon innovation ou ma technologie pollue moins. Et donc, ce que je dégage de surplus, je peux aller sur le marché carbone avec. C'est aussi un moyen de stimuler le financement vers des projets liés à l'atténuation et à l'adaptation. Je crois qu'on avait déjà parlé de ça. L'atténuation, c'est des dispositions pour pouvoir réduire les émissions, et l'adaptation, c'est que le cas est déjà là, il faut s'adapter à ça. Et donc, le marché carbone ou le crédit carbone... Est-ce que cela découle des opportunités? Pour être développé, tout à fait. Pour l'Afrique, cela pourrait développer des opportunités. Concrètement? Lorsque cela est pris à cœur et travaillé sur de bonnes bases. En réalité, à travers, comment on appelle ça, le marché carbone, les États peuvent aller décrocher des financements compte tenu d'un certain nombre de projets qu'ils mettent en œuvre. Au-delà de ça, cela pourrait aussi attirer des investisseurs. Des investisseurs, tout à fait. Pourquoi? Parce qu'en réalité, avant d'aller sur le marché carbone, il faut prouver que vous avez économisé du carbone, des tonnes de carbone. Et pour pouvoir le prouver, c'est à travers, par exemple, la mise en place des projets. Il a aussi bien maturé tout à l'heure, des projets comme par exemple l'instauration d'une centrale électrique solaire. Et donc, cette centrale électrique solaire génère moins de gaz à effet de serre comparativement aux centrales électriques fossiles. Cela pourrait d'une manière ou d'une autre intéresser. Voilà. Et donc, un investisseur pourrait venir instaurer un champ. Oui, moi, ça m'intéresse, je veux bien mettre de l'argent dedans. Et voilà. Et donc, par ces mécanismes, l'État peut développer un certain nombre de projets qui contribuent au développement de la localité. Mais en retour, arrive du moins à démontrer tout à fait, comment on appelle ça, la séquestration de CO2, et donc aller chercher des revenus sur ce marché, et donc ces revenus de façon équitable lorsque cela est réparti envers la communauté. Ça contribue au développement local, ça contribue à l'accès à de nouveaux revenus, ça contribue à la création de nouveaux emplois, parce que oui, à travers des projets que vous mettez en place, il y a de nouveaux emplois qui sont créés, et effectivement... Et là, c'est le chômage qui est réduit. Et voilà, et donc ça contribue à l'économie locale du pays. Et voilà. Kiki, oui, en quoi cela pourrait constituer une opportunité pour le développement de notre très cher beau pays, le Bénin, par exemple? Pour notre pays, le Bénin, déjà, comme l'a si bien martelé M. Cédric, lorsqu'il y a un projet, il y a des ressources humaines qui sont mobilisées. Donc, cela permet de créer des emplois. Mais surtout, cela permet de faire transiter des fonds, des capitaux étrangers, des devises étrangères vers notre pays. Cependant, nous aurons à profiter pleinement de ces
opportunités si nous nous y préparons. Et là, c'est le lieu de vous dire que le Bénin est l'un des premiers pays en Afrique à avoir mis en place une législation de régulation de tout ce qui est crédit carbone depuis 2022. Le premier pays, hein. Oui, l'un des tout premiers quand même depuis 2022. Par exemple, le Bénin a pris 2 décrets en Conseil des ministres. Le décret numéro 2022-698 qui porte modalité de reconnaissance des projets carbone au Bénin. Et le même jour, ils ont pris le décret, le président de la République en Conseil des ministres a pris le décret 2022-699 qui a créé une autorité spécialement chargée de l'acceptation et du suivi des projets carbone au Bénin. Donc, ces dispositifs qui sont en train d'être mis en place favoriseront, je dirais, la capitalisation des projets carbone mis en œuvre et les fonds climatiques collectés à ces effets. D'accord. Cédric, quel secteur africain pourrait le plus bénéficier de la mise en place de ces crédits carbone? Parce que nous savons qu'il y a quand même plusieurs secteurs, hein, mais le plus spécifiquement pourrait le plus être adapté. De façon rapide et qui saute à l'œil, nous avons le secteur forestier. Pourquoi le secteur forestier? Oui, nous avons des gisements de forêt et au cours primaire nous a appris qu'en journée, les plantes chlorophylliennes et donc dans nos forêts, les arbres et autres, peuvent capter le CO2 et émettre le O2. Et avec le soleil fait la photosynthèse. Voilà. Et donc par ce mécanisme, en réalité, nos forêts sont des puits de séquestration de carbone, donc des gisements de séquestration de carbone. Et donc de par ces secteurs, nous pouvons démontrer combien de fois nous arrivons à faire de l'économie de carbone et arriver à aller sur le marché carbone. Mais d'autres secteurs palpables qu'on pourrait aussi mettre en évidence, le secteur agricole. En Afrique, l'agriculture est plus ou moins l'activité principale de beaucoup de pays. Et donc, en allant vers de l'agriculture durable, en allant vers l'agroécologie, l'agriculture écologique, nous disposons des moyens pour réduire les pratiques et les pratiques pouvant nuire à notre environnement. Et donc, de par cette démonstration, a prouvé que voilà, avec l'agriculture écologique, nous faisons de l'économie de carbone et nous pouvons faire tout. Donc, il y a le secteur forestier, le secteur de l'agriculture, mais il y a aussi le secteur de la gestion des déchets. Voilà, à travers un secteur comme ça, nous pouvons bien évidemment assainir notre environnement, mais au-delà de ça, générer de la valeur, des produits à valeur ajoutée, donc produits par exemple du biogaz, du charbon écologique et d'autres initiatives. Et l'autre secteur que je m'en voudrais, en fait, je ne veux pas me permettre d'oublier, c'est le secteur énergétique, parce qu'aujourd'hui l'évidence est palpable. L'énergie est devenue une denrée quotidienne. C'est difficile, imaginez de vivre une journée sans électricité. C'est vrai qu'il y a des communautés un peu dans nos pays où il n'y a pas encore l'électricité, mais à l'évidence, nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, l'énergie est vitale et indispensable pour nous dans notre quotidien. Et dans ce secteur, oui, l'Afrique peut aussi capitaliser des choses parce que nous avons des atouts, voilà, nous avons des atouts naturels comme le soleil où nous pouvons disposer des centrales solaires. Nous avons d'autres atouts tels que la géothermie que nous pouvons utiliser. Nous avons des cours d'eau que nous pouvons utiliser pour pouvoir faire du... Donc, il y a le secteur énergétique aussi qui est aussi un secteur vital qui pourrait être un secteur très favorable à l'utilisation pour pouvoir aller sur le marché carbone. D'accord. Monsieur Kiki, il a parlé de forêt, d'agriculture, de gestion de déchets, d'énergie. Vous confirmez? Je confirme entièrement. Parce que cela se démontre de soi. Rappelez-vous, tout à l'heure, on a dit que les projets carbone ont 2 objectifs. Éviter la production de gaz à effet de serre, séquestrer. Pour séquestrer, quoi de mieux que les forêts? Parce que ce sont ce qu'on appelle déjà des puits naturels de carbone. Ce sont des écosystèmes qui permettent d'absorber les gaz à effet de serre présents dans l'atmosphère. Et le secteur agricole
aujourd'hui est à la fois un secteur d'adaptation, mais également un secteur d'atténuation très important. Très important. Oui. Allez, comment est-ce que vous percevez l'implication des États africains dans les mécanismes internationaux de crédit carbone? Merci beaucoup pour la question. D'abord, est-ce que ces pays s'y impliquent concrètement, comme cela se doit? Actuellement, très faiblement. Actuellement, très faiblement, parce que sur l'échiquier, les mécanismes qui encadrent le crédit carbone à l'échelle mondiale, l'Afrique demeure pour le moment consommatrice. Nous sommes pour le moment des fournisseurs de puits de carbone, des fournisseurs de projets, oubliant qu'en fait, il y a tout un écosystème derrière. Tout à l'heure, vous étiez étonné de vous rendre compte que ça fait 9 ans. J'étais totalement surpris. 9 ans. 9 ans, c'est pas petit. C'est pas petit, alors qu'il y a de COP tous les ans. Ils se retrouvent. Toutes les années. On se prépare encore pour la prochaine COP. Pour la prochaine COP. C'est parce que ça n'a pas été une préoccupation portée par beaucoup de pays et que malheureusement, nous, nos pays africains demeurent consommatrices pour le moment. On espère qu'avec certaines initiatives qui sont en cours, par exemple, le Bénin, nous sommes fiers de dire que nous avons une autorité qui gère ça. Nous avons même, depuis 2022, eu des projets certifiés Gold Standard qui vont dans ce sens. Donc, nous espérons que dans les prochaines années, ça puisse se changer et être mieux que maintenant. Parfait. Cédric, quel avantage concret le crédit carbone peut-il apporter aux communautés locales en Afrique? Oui, et avant de tomber sur votre question, vous avez bien envie de revenir sur la précédente question. Oui, sur l'implication des États africains. Des États africains. Oui, M. Montinkeke l'a bien martelé. Et l'implication, elle est faible et variable. En réalité, elle est faible et variable. Et cela se matérialise, se dénote beaucoup plus par, en réalité, les questions liées aux formalités autour de la chose. C'est-à-dire... Vous voulez dire, en griffe, que c'est devenu politisé, c'est ça? Bon, pas politisé, mais c'est un marché sur lequel, avant d'y aller, il faut avoir, j'ai parlé tout à l'heure, des preuves. Voilà, des preuves. Oui. Et donc, pour avoir ces preuves, il faut que cela soit légiféré. Il faudrait qu'il y ait des cadres. Des bases claires. Des cadres institutionnels, des lois et registres. Et donc, le Bénin est déjà sur le chemin. Et donc, pour montrer qu'il y a certains pays qui emboîtent les pas. Et donc, certains pays sont sur le chemin. Le Ghana et le Nigeria, surtout les pays anglophones, sont un peu avancés sur la question. Et le Ghana et le Kenya aussi. Ok, le Kenya. Oui. Et ont quand même pu vendre des crédits carbone sur le marché. Mais cela avec l'expertise des pays du Nord, ou du moins. Donc, ces pays, en réalité, sont obligés de faire des coopérations, des partenariats avec des pays du Nord pour la question d'expertise afin de pouvoir prouver, effectivement. Donc, l'enjeu qui tourne autour de la chose, c'est qu'il y a beaucoup de pays africains qui disposent de peu d'expertise, je ne veux pas dire qu'ils ne disposent pas, mais qui disposent de peu d'expertise pour pouvoir cadrer la chose et aller plus facilement sur le marché. Donc, il y a un défi d'expertise qui est sur la table et sur lequel il faudra que nous travaillions et que nous travaillons de plus en plus à avoir des experts locaux qui pourront véritablement s'engager sur la question et être beaucoup plus représentatifs. Alors, revenant à la question abordant le bénéfice vis-à-vis des communautés locales, le bénéfice pourrait être perçu de façon variable, de façon diversifié. Si, je le dis le si, parce que voilà, il faudrait que ça retourne vers le bas pour que ces derniers puissent avoir ces retours-là. Des bénéfices sont entre autres, par exemple, l'accroissement de leurs revenus. Sur le plan financier, effectivement, voilà, l'agriculteur qui pourrait voir ses revenus nettement améliorés. Voilà, qui s'emploie à développer des pratiques écologiques et de par la démonstration pourra avoir une quantité de crédit carbone reversé à l'État et vendu, et donc son revenu pourrait être amélioré. L'autre chose, c'est la création d'emplois ou la génération de nouvelles compétences. Donc au niveau local, nous pourrons bien évidemment avoir, comment on appelle ça, de nouvelles compétences disponibles. Mais l'autre chose aussi, c'est l'adaptation, c'est la solution par rapport à un certain nombre de défis. Par exemple, de plus en plus, on a des difficultés à avoir accès à l'énergie propre pour la cuisson en milieu rural et autres. Donc, de par
ce mécanisme, on peut avoir des solutions écologiques qui leur permettent d'être faciliter un peu. Voilà, de s'adapter, par exemple le biogaz, par exemple le charbon écologique. Ce sont des nouvelles technologies qui leur permettent de s'adapter face à un certain nombre de réalités. C'est aussi un mécanisme par lequel des contrées qui sont sujets souvent aux affres de changement climatique tels que les hautes températures ou du moins l'inondation pourrait bien évidemment s'adapter. De par les ristournes du crédit carbone, les gens pourront disposer par exemple du froid dans leur chambre et donc pouvoir faire face à la haute température. La haute température, en période de chaleur bien sûr. Voilà, donc les gens pourraient climatiser leur chambre de façon plus aisée. Autre chose, voilà, en termes d'inondation, les gens pourraient aller vers des constructions beaucoup plus adaptées à l'inondation, peut-être des cages flottantes, pourquoi pas. Et donc voilà, en quelque sorte, un certain nombre d'avantages ou bénéfices qui pourraient revenir, comment on appelle ça, aux acteurs au niveau locaux. Et voilà. Alors, mais parlons à présent de gaz à effet de serre. Crédit carbone, gaz à effet de serre, est-ce que les crédits carbone peuvent quand même permettre à réduire Potentiellement, oui. Potentiellement, oui. Potentiellement, oui, justement parce que de façon simple et terre à terre, normalement, le marché du crédit carbone nous amène à aller vers des innovations à bas carbone, vers des innovations qui polluent moins. Donc, de par ce mécanisme, on peut réduire, par exemple, la déforestation. Parce que ici, nous promouvons les forêts, nous promouvons la plantation des arbres qui vont nous permettre de séquestrer le CO2, d'aller montrer que voilà, on a fait des crédits, on a fait des économies et on pouvait faire ce truc-là. Et donc, comment on appelle ça? Ça pourrait nous amener à réduire la coupure, la déforestation. Ça pourrait nous amener à utiliser de l'énergie propre en lieu et place des énergies fossiles qui contribuent au gaz à effet de serre. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc ça, c'est le potentiellement, oui. Mais l'autre aspect derrière... Quel est l'autre aspect derrière? Oui, l'autre aspect derrière, c'est le risque qu'on tombe dans le panneau du greenwashing. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les gars veulent... les pollueurs, M. Moutin qui la matière tout à l'heure, les pollueurs vont continuer par polluer, sachant que vous êtes là pour nous proposer des crédits carbone. Des crédits carbone. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc on le fait consciemment. Voilà. Donc non, en fait, le principe, c'est d'aller vers la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et dans ces mécanismes, dans les réflexions, on pense aux pollueurs-payeurs, des mécanismes qui nous amènent vers le crédit carbone. Mais le truc ici, c'est qu'à la base, les entreprises, les grandes filiales ainsi que l'État ont des obligations compte tenu d'une certaine quantité de CO2 qu'ils doivent réduire en termes de pollution. Je ne sais pas si vous comprenez. Et donc, lorsque cette quantité est figée ou bien exigée à l'entreprise, l'entreprise peut ne pas à première vue ou bien à la première heure respecter cette quantité. Donc, cependant, l'entreprise a la possibilité d'aller sur le marché, d'aller payer du CO2 économisé pour pouvoir justifier qu'il a pu atteindre son niveau. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, en maintenant la ligne comme ça, on pourrait arriver à un niveau où des entreprises vont sciemment continuer par polluer parce qu'ils savent que oui, le crédit carbone est là. Je peux aller payer le crédit carbone pour venir compenser. Et donc, il y a ce danger derrière. Sinon, potentiellement, le crédit carbone devrait nous permettre de réduire les gaz à effet de serre. Oui, M. Kiki. Oui, dites-nous tout. Crédit carbone, gaz à effet de serre. Vous voulez que nous soyons très sincères ou que nous soyons un peu gentils? Ah non, soyez très sincères. Le challenge est qu'un projet carbone efficace nécessite des gaz à effet de serre additionnels évités ou séquestrés. Je vais juste prendre le mot additionnel pour expliquer mes propos. Si le projet aurait existé sans financement carbone, ce n'est pas de la séquestration de carbone additionnelle. Si nous rentrons dans le greenwashing où je pollue beaucoup et je compense ce que j'ai pollué, nous restons dans la dynamique de ne pas faire de transition. Alors que le crédit carbone de base, c'était motiver les usines, les entreprises, les entités, les États
à aborder cette transition. Donc, c'est vraiment le véritable risque. Potentiellement, c'est un très bon mécanisme qui devrait permettre de réduire les gaz à effet de serre, mais il y a des prérequis à respecter pour que cela soit effectif. Mais en quoi le crédit carbone pourrait-il représenter un risque de dépendance pour l'Afrique? Merci beaucoup pour cette question. Permettez... Parce que là, à voir vos explications, je me dis que là, nous ne pouvons que dépendre de ce crédit-là. Pour le moment, il y a beaucoup de dangers. Ce n'est même pas moi qui le dis, je suis heureux de dire que le président de la Banque africaine de développement, en novembre dernier à Bakou, posait le problème. Il parle de l'accaparement, par exemple, des terres agricoles et ou des terres des pays pour des questions de crédit carbone qui ne sont pas vérifiées. Je vous donne un exemple. Il y a un an et demi, en 2023, la société Blue Carbon LLC a publié des chiffres qui montrent que, par exemple, le Libéria a déjà cédé 1 million d'hectares de son territoire, la Zambie 8 millions. Et figurez-vous que ces quantités que j'évoque représentent 10% des territoires de ces pays. C'est-à-dire que ces deux pays viennent déjà de concéder 10% de leur territoire pour des projets carbone. Nous sommes d'accord sur le mécanisme, mais il y a de cela 50 ans, 100 ans en arrière, nos terres avaient été déjà accaparées pour des cultures que voulaient des pays du Nord. Aujourd'hui, ces mêmes pays refusent d'aborder la transition verte et préfèrent déplacer le problème de chez eux vers chez nous. Le deuxième souci, c'est au niveau de la chaîne de valeur du crédit carbone. Je vais être terre à terre pour que vous compreniez. Quand nous mobilisons 100 millions pour un projet de crédit carbone, ce n'est pas les 100 millions qui vont pour l'achat des arbres. Il y a les consultants, les experts. C'est beaucoup d'autres choses qui entrent en ligne de compte. Et aujourd'hui, peut-être 50 millions vont dans ces autres parties, les expertises, la vérification et tout ce qui va avec. Mais voilà que l'expertise locale est en quantité insuffisante. Ça fait donc que dans les 100 millions, il y a une bonne partie qui repart encore au pays du Nord, puisque c'est eux qui fournissent les expertises, c'est eux qui fournissent les satellites, c'est eux qui fournissent tout ce qui est autour. Et maintenant, les 50 millions qui descendent, là où il y a encore le danger, c'est sur ça, peut-être je vais m'arrêter pour ne pas trop flécher. C'est que dans ces 50 millions, peut-être si on veut faire un projet de reforestation, on a déplacé des populations qui vivaient dans la zone. Il y avait des populations qui avaient leur champ de manioc, de maïs. Il faut les dédommager. Mais cela ne se fait pas convenablement. Donc le mécanisme cause un problème. Le mécanisme cause de problème et nécessite donc que l'écosystème soit travaillé autour pour que cela bénéficie aux communautés locales et à nos États. Cédric? Oui. Non, il a brossé l'essentiel des éléments et les risques auxquels on est, les risques de dépendance. De dépendance, justement. Oui, c'est qu'on arrive peut-être à des accords opaques ou des accords déséquilibrés où voilà, les autres ne veulent pas faire la chose, mais on vous amène, vous, à proposer des trucs là. L'autre chose, c'est comme il a notifié qu'on arrive à des détournements d'efforts d'atténuation locale. C'est-à-dire, on récupère l'effort fait au niveau local, compte tenu du fait que voilà, il y a un enjeu financier derrière là-bas. On vient, on essaie de vous aménager pour collecter vos efforts au niveau local et de l'autre côté, aller les vendre pour se faire des revenus. Donc, il y a ces risques-là qui sont là et surtout, bien évidemment, la question liée à l'accaparement des terres et le déplacement. Le tissu social, la création peut-être des cassures au niveau du tissu social, compte tenu du fait que voilà, des gens utilisant le domaine ou l'espace pour pouvoir produire des aliments, des produits de vue, qu'on vienne par exemple les occuper ou bien occuper ces terres pour par exemple mettre un champ solaire. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc ça devient un peu les champs solaires, oui, pour faire du champ solaire. Ça veut pas dire des réalités. Hein. Oui, c'est des réalités sous des cieux. Sous des cieux. Et donc, il faut aussi garder les garde-fous. C'est pourquoi la préparation est très indispensable par rapport à cette question. La réglementation autour de la chose pour pouvoir statuer sur quoi faire pour ne pas qu'on tombe sur des risques de dépendance et autres. Mais est-ce que nous disposons de l'expertise technique nécessaire
pour gérer efficacement ces crédits-là? Je pense qu'on l'a abordé tout à l'heure. Non, en termes d'expertise, il faut qu'on doit être sérieux. Vous allez dire bon, non, c'est ça? Non, nous disposons de très peu d'expertise. Oui. C'est ce que je veux dire. Nous disposons de très peu d'expertise. Nous avions des expertises, mais pas en quantité suffisante pour pouvoir faire le travail. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Et donc, c'est ce qui fait qu'on fait recours, comme il a si bien développé au niveau de la chaîne, on fait recours parfois à de l'expertise, à d'autres compétences. Voilà, de l'expertise externe. Et cette expertise externe consomme dans la chaîne et finalement, voilà, ce qui nous revient n'est pas de ta. Et donc, moi, ce que je dirais, c'est de renforcer, c'est de travailler à renforcer l'expertise locale, à promouvoir la nécessité d'aller vers ces secteurs et de générer, de produire des experts locaux qui pourront être mis à disposition pour pouvoir travailler sur la chaîne et efficacement rendre le truc beaucoup plus accessible aux pays africains. Kiki, de votre côté, êtes-vous d'avis, est-ce que nous disposons concrètement de ces expertises en Afrique? Nous en avons en très petite quantité, surtout dans les pays francophones malheureusement. Nous avons beaucoup d'expertise de façon relative, bien sûr, dans les pays africains anglophones que dans nos pays francophones. Et c'est là où moi je suis parfois un peu accusateur. Si mes chers amis des questions environnementales ils vont vous comprendre. Du Bénin, bon, on se connaît bien, on se voit souvent. Ça fait partie aujourd'hui des exigences de la jeune génération montante, c'est de militer. C'est bien de faire des pancartes, c'est bien de dire à bas les tueurs d'arbres, les tueurs d'animaux, c'est bien de militer. Mais à un moment, il faut que parmi nous, les militants, nous qui sommes intéressés par la cause, nous prenions le temps de travailler à devenir des experts afin de combler ce gap. Parce que nous avons des experts, mais en quelle quantité? Pour combien de projets avons-nous réellement la capacité de mettre en place des cabinets? Vous voyez, tout à l'heure, j'ai parlé de la certification Gold Standard qui n'est pas une certification africaine. Donc, même au niveau de la certification, nous manquons d'expertise. Et je vais finir par vous expliquer quelque chose d'assez drôle. Pour faire un projet carbone, il y a ce qu'on appelle le MRV, Measurement, Reporting and Verification. La mesure, le reporting et la vérification. Je ne vais même pas parler de la mesure parce que là, il faut des analyses statistiques, beaucoup de satellites pour ça. Mais le reporting, nous sommes un peuple qui adore faire un reporting bâclé. Alors que dans un projet carbone, le reporting est aussi rigoureux que la mesure. Rigoureux. Parce qu'on doit être sûr d'abord du baseline. On a commencé par où? Et chaque étape du projet doit être documentée. Tout à l'heure, l'aîné vous parlait de déplacement des populations. Normalement, on fait ce qu'on appelle les consultations des parties prenantes. Toutes ces consultations doivent être correctement documentées. Mais voilà que nous n'avons pas encore cette culture du sérieux administratif et tout ça concourt à ce déficit que nous observons. Non, mais peut-être qu'on n'implique pas les organisations de la société civile, Kiki. C'est possible, mais toujours là... Eux-mêmes n'ont pas leur rôle à jouer, peut-être. Ils ont un grand rôle. D'ailleurs, sans organisation de la société civile, le volet impact social des projets carbone ne saurait être prouvé. Ce sont des parties prenantes importantes. Mais déjà, récemment, j'étais à un sommet où un représentant du ministère de l'enseignement secondaire disait une phrase pertinente. Quand vous êtes seul à parler, vous êtes syndicaliste. Quand vous voulez parler pour que cela pèse dans la balance, vous devez être ensemble. Aujourd'hui, nous avons ce challenge. À part quelques rares projets qui réunissent plusieurs organisations, chaque organisation veut être experte dans son quartier. Chaque organisation veut être l'expert environnement de son village. Si tu es expert dans ton village, on pourra te contourner facilement pour dire que le projet est un projet de la commune. Mais si toutes les organisations de la commune étaient ensemble, leur voix portera plus et leur implication sera plus effective. Et pour finir, je vais encore le redire, il faut que ces organisations fassent l'effort de se faire former ou d'avoir en leur sein de l'expertise. Ah oui, donc cela passe forcément par la formation. Parce que si vous êtes assis, vous êtes organisation de la société civile, vous êtes venu et vous ne savez pas le minimum. Ce qu'on appelle l'équivalent carbone. Vous êtes venu défendre la population, c'est bien beau, vous êtes là pour la défense. Oui. Et les gars ont dit... Et vous savez bien parler, justement. Oui, aussi. Nous voulons réduire 1000 tonnes d'équivalent carbone. Vous êtes là. C'est bon. Vous n'avez que dit que c'est bon. Vous ne pouvez pas dire que ce que vous ne comprenez pas n'est pas bon.
Donc voilà un peu le défi de la formation subsiste et c'est vraiment moi le point clé de mon intervention. Cédric, vous avez quelque chose à compléter? Oui, tout à fait. En réalité, les organisations de la société civile, à la base, leur rôle, c'est beaucoup plus voilà, un rôle de contrôle citoyen, mais aussi un rôle d'acteur contributeur au développement d'un certain nombre de projets, de mécanismes. Et donc, l'implication des ONG s'avère nécessaire, indispensable dans le cadre de la mise en œuvre des projets, mais aussi dans le cadre de la capitalisation, de la structuration de ce dont on parle là. Et donc, les ONG ont cette responsabilité de travailler déjà avec les communautés pour leur expliquer, par exemple, les biens fondés d'un certain nombre de projets, leur pertinence pour eux, et eux-mêmes comment aller vers, faire cette transition, faire ces pratiques qui nous protègent davantage, qui protègent notre environnement, qui protègent notre milieu. Et donc les ONG ont cette responsabilité, mais ils ont aussi cette responsabilité de faire le contrôle et le suivi, de faire en griffe la police derrière l'autorité. Oui, et c'est leur devoir. Il le faut d'ailleurs. C'est leur, voilà, tout à fait, sans police, sans, il est très facile pour nous de virer de l'autre côté. Et donc c'est très important. Et donc, il est important que la société civile soit impliquée et doit être impliquée. Et pour le faire de façon efficace, voilà, les contributions de mon collègue Consola sont les miens aussi, les miennes du moins. Naturellement, il faut que la société civile s'impliquer véritablement. Il y a une synergie d'action entre elles pour pouvoir constituer un mur dur pour que l'efficacité et l'efficience du travail soient visibles sur le terrain. Des objectifs aussi. Voilà. Et naturellement, la question du renforcement des capacités, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas seulement, c'est pour tout le monde. Que ce soit tout le monde, tous les acteurs. On ne finit jamais d'apprendre. Donc, quel que soit votre niveau, que vous soyez docteur, que vous soyez expert, c'est en réalité la formation continue. Dedans de façon perpétuelle. C'est la formation continue qui fait de vous, qui vous devez être et qui fait de vous l'expert et le génie. Parfait. Alors nous sommes presque à la fin de l'émission. Quelle stratégie l'Afrique devrait-elle adopter, Cédric, pour être le meilleur profit de ce mécanisme, pour tirer le meilleur profit de ce mécanisme? Oui, les stratégies sont déjà, pour ce que nous avons déjà évoqué ici, il faut que des dispositions, des réformes soient prises pour pouvoir d'abord instaurer ou promouvoir des réformes, pour pouvoir promouvoir des experts, promouvoir la formation des jeunes, des experts et des experts en la matière. Disons des acteurs. Pour que nous ayons des acteurs beaucoup plus outillés sur la question. Il faut que le cadre législatif et institutionnel soit renforcé et instauré. Pour certains pays ont commencé, mais pour les pays qui n'ont pas encore commencé, il faut instaurer le cadre institutionnel et législatif qui structure et réglemente le fonctionnement du marché carbone. Déjà au niveau local, comment ça doit être distribué, qui prouve donc des organismes certificateurs, des structures accréditées pour la mesure, ainsi de suite, pour que, voilà, sur la question, nous puissions vraiment avoir des résultats. Lorsqu'on dépose sur la table, qu'il n'y ait pas de questions à se poser, dire, bon, qui a fait le décomptage, qui a fait, non, quand on dépose, c'est que c'est déposé et la preuve, elle est validée. Donc, il faudrait que nous soyons sur ces questions-là. Il faudrait que, bien évidemment, l'État aussi travaille à investir dans des projets qui contribuent à l'économie de carbone. Donc l'implication aussi de l'État indispensable. Au Bénin, il y a quelques projets où on peut lier le comportement de l'État à aller vers l'économie de carbone. Quelle est votre lecture? Non, je prends par exemple la centrale solaire de Iloloufé à Pobé. Voilà, c'est une centrale sur laquelle on peut déjà démontrer aujourd'hui que nous faisons du crédit carbone. À Kétou, il y a un projet de reforestation en face qui a été instauré à Kétou dans l'arrondissement de... ça m'échappe là. En tout cas, c'est Kétou. C'est dans Kétou. Et puis voilà, il y a d'autres projets aussi. L'aménagement du Nac Nokwe ici. Et donc, c'est des initiatives. Voilà. On peut encourager. Voilà. Il y a le projet biomasse dans le nord, un peu dans le nord du Bénin, qui sont aussi des initiatives. Donc, voilà un peu des stratégies que les États africains peuvent
mettre à disposition, mettre sur place pour pouvoir tirer, le meilleur profit du marché. De ce mécanisme. Voilà. Merci beaucoup Cédric. Kiki, oui, quelques stratégies. Merci beaucoup. Je pense que le premier volet pour améliorer notre capacité à profiter du crédit carbone, mais aussi à engager notre pays dans une transition verte durable, c'est de mettre en place les dispositifs réglementaires, c'est de mettre en place l'écosystème. Et c'est le lieu déjà de féliciter notre gouvernement parce que de par cette autorité de régulation et quand même d'acceptation des projets carbone, il y a beaucoup d'efforts. Vous voyez, notre pays a accueilli même récemment un sommet international sur la finance climat. Nous avons mobilisé des eurobonds. On était, je pense, le premier pays africain à mobiliser des eurobonds ODD. C'est important. Donc, nous sommes déjà dans une certaine dynamique de durabilité, mais nous avons certains challenges que nous devons régler. La vulgarisation. Je suis heureux de remarquer, par exemple, qu'aujourd'hui, on a parlé de ces deux décrets que beaucoup ignorent, alors que aujourd'hui, il y a des modalités pour faire enregistrer de façon fluide et de façon transparente un projet carbone au Bénin. C'est un décret de près de 30 pages ou même plus, mais qui n'a pas vraiment été vulgarisé. Il y a, comme l'a dit le doyen, le renforcement de capacité. Je pense que nous devons même consacrer une émission proprement dite pour ces décrets-là. Hein. Bien sûr, on peut le faire. Donc, vous voyez, donc, il y a ensuite le renforcement de capacité, mais pour tous les acteurs. J'insiste pour le renforcement de capacité de la jeune génération montante. Aujourd'hui, dans notre cabinet Operation, c'est ce que nous essayons de faire. Et figurez-vous que ça fait une année où tous les stagiaires, tous les employés, tous nos consultants, nous sommes en formation tout le temps. Et nous n'avons pris aucun projet de ce ordre parce que nous n'étions pas prêts. Aujourd'hui, il y a des cabinets de référence en Afrique. Nous pouvons faire venir de l'expertise pour nous former ou déjà nous former en ligne. Pour que nous-mêmes nous soyons véritablement... Voilà. Et pour finir, je suis agroéconomiste, donc je dois faire ce clin d'œil. L'agriculture est l'un des rares secteurs qui a à la fois adaptation et atténuation. Vous avez AFOLU, Agriculture, Forestry and Other Land Use, qui est agriculture, foresterie et les autres utilisations de la terre, considérés aujourd'hui comme des secteurs sensibles. Au Bénin, nous avons la chance d'être un pays à vocation agricole. Évoluons vers une transition agroécologique et là, nous allons promouvoir l'adaptation, mais nous allons aussi contribuer à de l'atténuation et donc à un développement durable de notre pays. Voilà un peu ce que moi je peux recommander. Allez, merci beaucoup. Nous allons faire un dernier tour de table. Cédric, nous avons parlé de mécanismes de financement du climat, le crédit carbone. Qu'est-ce que vous avez à dire? Qu'est-ce que vous avez peut-être oublié de dire que vous allez maintenant dire pour boucler? Non, de façon substantielle, il faut reconnaître que c'est un mécanisme de financement, le crédit carbone, qui nous permet d'avoir des revenus, mais c'est un mécanisme qu'il faut encadrer et savoir comment y aller. Au-delà du crédit carbone, moi je voudrais inviter tout un chacun de nous à observer bien évidemment cette transition écologique, cette transition verte, puisque la question du changement climatique est une évidence aujourd'hui, ne serait-ce que les vagues de haute chaleur que nous avons connues et aussi les vagues de faible température, c'est-à-dire la fraîcheur que nous constatons et que nous vivons actuellement. Et donc cela requiert à ce que chacun de nous soit vraiment invité à la conscience pour pouvoir bien évidemment adopter des comportements sains, des comportements qui nous amènent vers la transition écologique et de par ces moyens arriver à les prouver, à les démontrer et pourquoi pas aller les vendre sur le marché carbone. Oui, Kiki? Merci beaucoup. Votre mot pour boucler mon mot de fin sera autour de 3 chiffres. Le premier chiffre, c'est 20%, le deuxième, 6,9% et le troisième, 65 Pourquoi millions. Pourquoi ces chiffres, 20%, 6%? Vous voulez peut-être nous embrouiller? Non, mais pas du tout. Ce que nous devons déjà retenir, c'est que le mécanisme du crédit carbone est un mécanisme intéressant. Le Kenya a par exemple pu gagner 65 millions de dollars en 2015 et 2022 juste à travers les mécanismes de crédit carbone. C'est aussi un mécanisme qui peut permettre de financer le secteur agricole. Au Bénin, d'après les données de la Direction des statistiques agricoles, seulement 6,9% des agriculteurs ont accès à du financement extérieur pour financer leurs activités. Aujourd'hui, le crédit carbone peut être une source de financement des exploitations agricoles qui se veulent engagées dans la transition agroécologique. Et malheureusement, le dernier chiffre, c'est 20%, mais un chiffre important pour rappeler que
Au dernier rapport, le Zimbabwe a concédé 20% de son territoire pour des projets de crédit carbone. 20%. Donc, un cinquième du pays a été concédé pour des projets de crédit carbone. Alors, le risque d'accaparement des terres, le risque de dépendance est bien réel. C'est pourquoi, face à toutes ces bonnes choses, à tous ces avantages du crédit carbone, il est important de mettre en place ce mécanisme pour qu'il soit inclusif et qu'il profite autant aux États africains, aux organisations africaines, qu'aux États européens, américains, qui sont les émetteurs de ces fonds, qui sont les acheteurs de ces crédits carbone. Je vous remercie. Allez, merci beaucoup à vous. Je rappelle que vous êtes Unti Consola Kiki. Merci pour votre disponibilité. Je vous en prie. Consultant en finance agricole et en finance climat. Maotonji Cédric Agbessi, merci aussi à vous. C'est un plaisir. Nous espérons vous retrouver très prochainement sur cette émission. Tout à fait. Allez, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Rebecca Ougou l'a réalisé. Au son, Gérard Moussa. Merci à nos téléspectateurs et auditeurs. À très bientôt pour un autre numéro de votre émission au Code de l'environnement.